Bonjour. J'ai choisi un thème qui porte sur la psycholinguistique. Alors, pour définir la psycholinguistique, j'ai choisi un ouvrage qui est un dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, qui est fait par Oswald Ducran et aussi Tsivten Todorov. L'importance attachée au processus psychologique de production et de compréhension du langage n'est pas nouvelle, et on pourrait s'étonner que la psycholinguistique n'apparaisse que récemment. C'est que, paradoxalement, il a fallu attendre que la linguistique se dépouille de considérations d'ordre psychologique et se constitue comme l'étude autonome des systèmes linguistiques. Mais il a fallu attendre aussi que la psychologie développe des concepts descriptifs et explicatifs du comportement qui soient compatibles avec une activité aussi complexe que celle du langage. Pendant longtemps, ce que le psychologue appelait langage n'avait pas grand-chose à voir avec la considération linguistique. En effet, en 1924, Waston, qui est fondateur du behaviorisme et la théorie fondante de la psychologie expérimentale comme étude du comportement observable, où l'observabilité est définie par opposition aux notions mentalistes, d'une part, et aux méthodes introspectionnistes, d'autre part, sous-titré un chapitre sur langage et pensée. Par l'avertissement, qui est un chapitre qui brise définitivement la fiction selon laquelle il existe quelque chose comme la vie mentale. Ce que la psychologie appelle pensée, ajoute-t-il, n'est rien d'autre que se parler de soi-même, de parler à soi-même, pardon. Et parler, si ce n'est pas exactement le mouvement de l'araignée. Puisqu'on peut chuchoter son larynx, c'est cependant une activité seulement motrice. Il ne peut y avoir d'études psychologiques que des réponses observables. Cette position n'a pas été soutenue longtemps telle qu'elle, mais elle est à l'origine d'un courant théorique dominant qui va rendre impossible toute problématique du langage. La psychologie va tenter de rendre compte de tout comportement humain avec la formation d'habitudes, dans les schémas de base et le réflexe conditionné, c'est-à-dire dans une situation stimulus se produit une réponse qui est considérée comme une réaction. Si celle-ci est renforcée par une récompense par exemple, l'association entre le stimulus et la réponse est alors elle-même renforcée. Ceci signifie que la réponse sera très probablement déclenchée à toute réapparition du stimulus. En effet, Pavlov, conscient du problème que posait le système de signaux particuliers qui est le langage, inventera la notion vague de deuxième système de signalisation pour désigner la possibilité de substitution de ce type de signalisation à un système plus élémentaire. En 1930, Hull tente de décrire la diversité de comportements dans une même situation en proposant un schéma plus complexe. Il introduit la notion de hiérarchie d'habitude, c'est-à-dire de processus de réponse qui ont une probabilité d'occurrence plus ou moins grande. Autrement dit, le langage reste réduit à ses aspects secondaires, un ensemble de réponses verbales à des situations. On trouve encore aujourd'hui cette confusion entre réponse verbale et langage, ce qui est en 1957. Il persiste implicitement dans certaines méthodes pédagogiques d'apprentissage d'une langue seconde.
De plus, en 1969 et 1970, des expériences d'enseignement d'un langage aux chimpanzés par des techniques de conditionnement ont donné un souffle nouveau à cette optique théorique. Le chimpanzé n'ayant pas la possibilité de moduler des sons, on utilise soit le signe du langage des sourds-muets. Ainsi, Gardner a les soit des jetons de formes différentes que l'animal aligne. Remarque: le chimpanzé apprend effectivement à manipuler des propriétés de type prédicat où les marques syntaxiques paraissent réduites à l'ordre des termes. Ce langage est du même type que celui des enfants de 18 mois environ. De façon générale, ce que vous savez de l'intelligence des chimpanzés correspond à l'état de développement de l'intelligence sensorimotrice de l'enfant de 18 mois. Cependant, cette possibilité d'enseigner un langage par des techniques de conditionnement ne signifie pas que l'apprentissage ainsi réalisé se soit produit par association entre stimulus et réponse. En fait, l'intérêt des résultats obtenus réside dans la possibilité de compagner les limites du moyen de communication enseigné aux chimpanzés avec le langage humain et mettre en relation ces limites avec la nature problématique de la fonction sémiotique qu'elle suppose chez l'animal. Mais cette possibilité d'apprentissage ne justifie en rien la théorie stimulus-réponse du langage. Ensuite, j'ai choisi un autre thème qui parle aussi de la rhétorique et la stylistique. À la naissance de la rhétorique en tant que discipline spécifique est le premier témoignage dans la tradition occidentale d'une réflexion sur le langage. On l'atteste pour la première fois au 5e siècle avant notre ère, en Sicile. Une légende rapporte qu'à la même époque Héron, tyran de Syracuse, avait, par un raffinement de cruauté, interdit à ses sujets l'usage de la parole. Ainsi, rendu conscient de l'importance de la parole, les Scythiens, Cora et Tissia, auraient créé la rhétorique. On commence à étudier le langage non en tant que langue, comme on apprend une langue étrangère, mais en tant que discours. L'éloquence devient, dans la démocratie de l'époque, une arme nécessaire, d'où probablement l'idée d'enseigner la parole. À ses débuts, la rhétorique est avant tout une technique qui doit permettre à celui qui la possède d'atteindre, à l'intérieur d'une situation discursive, le but désiré. Elle a donc un caractère pragmatique, convaincre l'interlocuteur de la justesse d'une cause. Mais rendre le discours plus efficace suppose une connaissance des propriétés du discours. À l'époque d'Aristote et de sa rhétorique, il s'agit déjà d'un corps de savoir, de catégories et de règles, dont en vrai une partie seulement concerne ce que nous considérons aujourd'hui comme du linguistique. Une rhétorique à l'époque légèrement postérieure à Aristote comporte les parties suivantes: invention, sujet, argument, lieu et technique de persuasion et d'amplification, et aussi dispostio, arrangement des grandes parties du discours, exorde, narration, discussion, péroraison, et aussi l'élocution, choix et disposition des mots dans la phrase, organisation dans les détails. Quant à la promenatio, énonciation du discours, et la memoria, la mémorisation, les parties 1, 4 et 5 apparaissent à nos yeux comme précédant ou suivant le discours. D'autre part, la rhétorique antique ne se propose d'étudier que 3 types de discours, définis par les circonstances dans lesquelles on les prononce,
Le délibératif, qui correspond à peu près à notre discours politique adressé habituellement à une assemblée et par lesquels on conseille ou on dissuade. Le judiciaire, où l'on accuse ou se défend.